Imaginez une terre immense, indomptée, où les tribus se déplacent sous un soleil de plomb, où les villes fortifiées vibrent au son du commerce et des prières. Une terre qui, depuis des siècles, se défie des empires, insaisissable, insoumise. Nous sommes en 1830. La France, en quête de grandeur, envoie 37 000 hommes sur les rives algériennes. En quelques semaines, Alger tombe. Mais la guerre, elle, ne fait que commencer. Ce n'est pas une simple conquête, c'est une lutte acharnée, une guerre sans fin entre sabre et baïonnette, entre stratégie et trahison, entre cavaliers du désert et colonnes de soldats disciplinés. Ce qui devait être une simple expédition punitive se transforme en une guerre d'anéantissement. Villages incendiés, champs détruits, population massacrée. La guerre devient totale. Pour soumettre un peuple, les généraux français appliquent la terre brûlée, rasent les récoltes, scellent des familles entières dans des grottes avant d'y allumer des feux mortels. Mais face à cet enfer, un homme se dresse, Abdelkader, jeune émir à l'intelligence redoutable, fédère les tribus, bâtit un État, mène une guérilla qui défie l'une des armées les plus redoutables d'Europe. Pendant 15 ans, ces cavaliers frappent, disparaissent, reviennent encore. C'est un combat désespéré, mais c'est aussi un combat pour l'honneur. Pourquoi et comment s'est déroulée la conquête de l'Algérie entre 1830 et 1847 ? Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Dans l'Algérie de l'époque, ce territoire aux confins de l'Empire ottoman, la tribu est plus qu'un simple regroupement humain. Elle est une nation miniature, un État en soi. Comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans l'histoire, chaque tribu puise son identité dans son ascendance et son territoire. Elles sont nomades, suivent les caprices du vent et des pâturages, ou sédentaires, enracinées dans les vallées fertiles et les montagnes abruptes de Kabylie. Elles se regroupent en confédérations, alliances tissées au fil des siècles pour résister aux envahisseurs et aux calamités. Les plus proches du pouvoir ottoman, appelés les tribus Makhzen, payent l'impôt et fournissent des cavaliers aux bey en échange de protection. D'autres, les tribus indépendantes, ne reconnaissent d'autre autorité que celle de leur chef et préfèrent l'épée aux tribus. Ainsi, 300 à 350 tribus peuplent l'Algérie de 1820, chacune avec sa hiérarchie, ses règles et ses guerres. Comme des dunes mouvantes dans le désert, leur influence et leur territoire changent au gré des saisons, des batailles et des alliances. Cette mosaïque de tribus reflétait une mosaïque de peuples. L'Algérie de 1820 était un carrefour d'identité, une terre où se croisaient des peuples aux histoires entremêlées, mais souvent cloisonnés par les coutumes, les croyances et les rapports de force. Comme un tissu dont chaque fil a sa couleur et sa texture, cette mosaïque humaine formait un ensemble complexe, tissé de cohabitation, d'échanges et parfois de tensions silencieuses. Chaque peuple portait en lui la mémoire des siècles passés, une mémoire façonnée par les conquêtes, les migrations et les traditions. Les Berbères, enfants premiers de cette terre, en étaient l'ossature, les veilleurs immémoriaux de ces montagnes, de ces plaines et de ces déserts. En Kabylie, les villages accrochés aux flancs escarpés du Durdura résonnaient du bruit des meules broyant le grain, des voix des conseils de village où l'on tranchait les affaires du jour. Ces montagnards, farouches et organisés, cultivaient leurs champs en terrasses, sculptant la roche comme pour y imprimer leur permanence. Plus au sud, dans l'infini mouvant du désert, les Touaregs, ces hommes bleus du Sahara, traçaient leur route invisible, guidant leurs caravanes de sel et d'or à travers les dunes brûlantes. Leur royaume était celui du silence, où seul le vent et les sabots des chameaux chantaient les récits du lointain. Les Arabes, descendus des grandes vagues de conquérants, avaient pris racine dans les vastes plaines et sur les hauts plateaux. Certains s'étaient sédentarisés, cultivant le blé, sous l'ombre des palmiers,
baptisant des Xur et des hameaux où le courant dictait le rythme des jours. D'autres restaient nomades, suivant le mouvement des troupeaux, vivant sous la tente, façonnés par la liberté et l'errance. Parmi eux, nombreux étaient ceux qui, bien que revendiquant une origine arabe, portaient en eux l'héritage berbère, absorbant à la fois les coutumes du désert et celles des cités. Dans le dédale des ruelles des villes, un autre peuple trouvait sa place enracinée depuis l'Antiquité, les Juifs. Ils étaient les artisans, les orfèvres, les marchands, dont les mains savaient donner vie à l'or et au cuir, dont les comptoirs regorgeaient d'étoffes venues d'Orient et d'épices des mers lointaines. À Alger, à Constantine, à Oran, ils formaient des communautés protégées, mais toujours en équilibre fragile entre tolérance et discrimination. Certains étaient proches des puissants, tenant les cordons des finances de la régence, tandis que d'autres plus humbles s'attelaient à des tâches plus modestes, vivant dans l'ombre des souks bruissants. Tous ces peuples se croisaient, se toisaient, commerçaient et parfois s'affrontaient. Sur les marchés d'Alger, le Kabyle vendait son huile d'olive, le Juif pesait ses bijoux, l'Arabe marchandait ses dattes et l'Ottoman percevait son impôt. Dans les zaouïas et les mosquées, les Berbères et les Arabes priaient sous une même foi, mais chacun gardait ses traditions et ses lignages. Dans les alliances de guerre ou de pouvoir, les tribus s'associaient aux B et aux D, les uns par nécessité, les autres par opportunisme. Mais jamais cette diversité ne formait une nation unie, et au sommet de cette hiérarchie mouvante trônait l'autorité ottomane. Théoriquement, l'Algérie est une province de l'Empire ottoman, un maillon de cette grande chaîne qui relie Istanbul à ses terres africaines. Mais en réalité, c'est une province rebelle, où le pouvoir du sultan est lointain, presque abstrait. À Alger, le D, élu parmi les officiers turcs, règne en maître. Il est le lion en cage, obligé de maintenir un équilibre fragile entre les tribus, son armée et les Européens, toujours en embuscade. Il dirige un territoire divisé en 3 beyliks. Le beylik de l'Ouest, Mascara, zone de conflit incessant avec le Maroc, le beylik du Titeri, Médéa, un cœur stratégique reliant Alger aux montagnes, et le beylik de l'Est, Constantine, où le redoutable Ahmed Bey tente de s'émanciper du joug ottoman. Mais l'administration ottomane est une coquille vide. Hors des grandes villes, son emprise est faible. Les impôts sont levés par des caïds et des agas, chefs locaux, souvent plus loyaux envers leur tribu qu'envers le Dé. Dans les montagnes et les steppes, ce sont les lois ancestrales qui dictent l'ordre. Si le Dé est le chef de cette forteresse méditerranéenne, son trône repose sur une armée d'élite, une caste de guerriers qui inspire à la fois la crainte et la haine, les janissaires. Créés pour servir l'Empire ottoman, ils sont recrutés enfants dans les Balkans, convertis de force à l'islam et formés à la guerre dès leur plus jeune âge. En Algérie, ils sont l'ombre derrière le trône, ces gardiens silencieux qui ont le pouvoir d'élever ou d'abattre un dé en une nuit. En 1820, ils sont 15 000, cantonnés dans les grandes villes, Alger, Oran, Tlemcen, Constantine. Ils vivent en caste fermée, ne se mariant pas avec la population locale, ne payant aucun impôt, et formant une armée dans l'armée. Ils contrôlent le commerce, la fiscalité, la politique. Chaque lever de soleil à Alger pourrait annoncer un coup d'État sanglant, car ces soldats ne tolèrent pas les faibles. Mais leur pouvoir décline. En 1817, une mutinerie éclate. 1200 janissaires sont tués par le Dé Ali Rokja, un signe que leur règne touche à sa fin. Les Français observent cette décadence de loin et patientent. Si l'Algérie est convoitée, ce n'est pas seulement pour sa position stratégique en Méditerranée. C'est aussi une terre de richesse, où les rivières d'or ne coulent pas sous la terre, mais se cachent dans les blés dorés, dans les caravanes du Sahara, et dans les ports qui voient transiter les épices et les esclaves. L'économie repose sur les champs de blé du Tel, qui nourrissent l'Europe en période de famine. Ça a été le cas notamment durant la période de la Révolution française. Ça repose aussi sur les caravanes du désert qui transportent l'or du Soudan,
le sel et l'ivoire. La traite négrière, où les esclaves capturés en Afrique subsaharienne sont échangés contre du textile et du sucre, et les ports d'Alger et de Bougie, où les corsaires et commerçants s'entendent pour rançonner l'Occident. Mais l'Algérie est aussi un pays d'instabilité. La richesse attise les convoitises, et les conflits tribaux, les luttes de pouvoir et la menace européenne en font un territoire où la paix est un mirage. L'attaque française contre Alger en 1830 ne fut pas l'œuvre du hasard ni de la simple conséquence d'un outrage infligé à un diplomate, comme on peut l'entendre. Elle fut le produit d'un entrelacement complexe de facteurs politiques, militaires et économiques, un engrenage mûri dans les coulisses du pouvoir parisien et précipité par une conjoncture où se mêlaient ambition, frustration et calcul stratégique. Ce n'était pas un orage soudain, mais un ciel qui s'assombrissait depuis des années, annonçant l'inévitable tempête. L'armée française, jadis fulgurante sous les aigles napoléoniens, n'était plus qu'un colosse endormi, un fauve privé de bataille et rongé par l'inaction. Depuis Waterloo, elle se languissait de campagne, ses généraux vétérans des guerres d'empire, regardant avec amertume un horizon où la guerre semblait leur être interdite. L'Europe, verrouillée par le Congrès de Vienne, ne permettait plus à la France de s'étendre sans attirer le regard sévère de l'Angleterre et de la Prusse. Seule restait la Méditerranée, cet espace fluide et instable où les vieilles puissances se disputaient encore quelques miettes d'influence. L'Algérie, terre rebelle, est déjà affaiblie, devint ainsi la proie parfaite. L'expédition, en apparence limitée, offrait aux généraux une nouvelle page à écrire, une revanche tacite contre l'humiliation de 1815. Il fallait une victoire, une conquête, un théâtre où déployer à nouveau la puissance des armes françaises. Mais la décision militaire ne se comprenait pas sans le chaos politique qui s'emparait du trône de Charles X, alors roi de France. Roi sans éclat, monarque crispé sur des principes dépassés, il voyait son pouvoir se fissurer sous les coups de l'opposition libérale. Son gouvernement, dirigé par Jules de Polignac, naviguait à vue dans une mer de contestation. Les élections approchaient et tout indiquait qu'elles sonneraient le glas de cette monarchie réfractaire aux idées nouvelles. Il fallait une diversion, une entreprise qui détournerait le regard du peuple des querelles parlementaires, un exploit qui rallumerait dans les cœurs un brin de ferveur nationale. Alger, si proche et si vulnérable, offrait à Charles X l'opportunité de frapper un grand coup. Une victoire militaire masquerait les faiblesses du régime, un succès outre-mer redonnerait du lustre à une couronne ternie. Mais pour convaincre la nation, il fallait un motif, une justification, un drapeau sous lequel rallier l'opinion. Ce fut la piraterie qui fut invoquée, une menace déjà vaincue, mais opportunément ressuscitée par la propagande du gouvernement. Pendant la fin des guerres napoléoniennes, la Méditerranée avait changé. En 1816, les Anglais avaient bombardé Alger, imposant la fin de la traite des esclaves européens et réduit au silence les corsaires qui, des siècles durant, avaient semé la terreur sur les flots et les côtes européennes. Les Américains, eux aussi, avaient mené leur propre expédition pour garantir la sécurité de leurs navires en Méditerranée. La France, pourtant, prétendait encore agir contre une menace qui n'existait plus. Le prétexte était fragile mais insuffisant. L'opinion publique, abreuvée de récits sur les exactions barbaresques, n'y vit que la légitime riposte d'une nation outragée. Si la piraterie servit de façade, l'étincelle immédiate fut l'incident du coup d'éventail. En avril 1827, dans l'éclat doré d'un palais d'Alger, le Dey Hussein, excédé par les subterfuges français, porta un coup d'éventail ou un coup de chasse-mouche au consul de Val. Derrière ce geste de colère se cachait un différend plus ancien, une dette non réglée, des promesses trahies. Depuis la Révolution, la France devait aux marchands juifs d'Alger des sommes considérables pour des livraisons de blé. Les négociations traînaient, les délais se multipliaient, et le mépris de Paris pour ses créanciers algériens se faisait de plus en plus évident.
lorsque le Dey, furieux, leva la main sur le consul, la France eut enfin le prétexte idéal. Le geste devint un affront, l'affront à un casus belli. Un blocus fut décrété, étouffant Alger sans véritable résultat. 3 ans durant, la ville attendit le coup de grâce, l'ultime assaut qui scellerait son destin. L'expédition de 1830 fut ainsi l'aboutissement d'une nécessité politique, d'une frustration militaire et d'un opportunisme cynique. Elle fut la rencontre d'une armée avide de gloire, d'un roi en quête de salut et d'un empire affaibli, incapable de résister à la tempête qui se préparait. Alger tomberait, mais Charles X chuterait aussi. La victoire éclatante sur les rives africaines ne sauverait pas son trône. La monarchie s'effondrerait quelques semaines plus tard, emportée par la Révolution de Juillet. Ironie de l'histoire, le régime qui avait lancé la conquête ne serait pas celui qui en bâtirait l'empire. Mais une chose était certaine, le vent s'était levé sur l'Algérie et il ne s'arrêterait plus. L'expédition française sur Alger en 1830 fut un événement d'une ampleur inédite, dont les conséquences allaient façonner le destin de l'Algérie pour plus d'un siècle. Pensée initialement comme une expédition punitive contre le Dey Hussein, elle se mua rapidement en une occupation militaire aux contours incertains. Entre les incertitudes politiques à Paris, la résistance sporadique des populations locales et la brutalité de l'armée française, ces premières années marquèrent les prémices d'un projet colonial encore indéfini. Le 14 juin 1830, une flotte imposante rassemblant plus de 37 000 soldats et 450 navires jeta l'ancre dans la baie de Sidi Ferruch. Le commandement français, dirigé par le comte de Bourmont, ancien général de Napoléon rallié aux Bourbons, misait sur une campagne rapide, un assaut décisif pour écraser la résistance algéroise. Face à eux, l'armée du Dey Hussein, commandée par Aga Ibrahim, rassemblait entre 30 000 et 50 000 hommes, mais dans un état de désorganisation avancée. Constitué de janissaires affaiblis, de supplétifs tribaux et de contingents improvisés envoyés par les bey de Constantine et d'Oran, elle était loin d'égaler la puissance de feu et la discipline des troupes françaises. Le 19 juin, la bataille de Staweli tourna rapidement à l'avantage des Français. Grâce à une artillerie supérieure et à une stratégie implacable, les lignes algéroises cédèrent sous l'assaut. Moins d'un mois plus tard, le 5 juillet, Alger capitulait. Le Dey Hussein, conscient que la résistance était futile, négocia sa reddition. La convention de capitulation garantissait en théorie le respect des populations locales, du libre exercice de la religion et de la continuité des activités économiques. Mais cette promesse ne tarda pas à être trahie. Dès le 10 juillet, le Dey et sa famille furent exilés. 1300 janissaires renvoyés à Constantinople, tandis que 10 000 Turcs furent rapatriés en Grèce. Dans un acte symbolique d'effacement du pouvoir ottoman, les archives de la Régence furent brûlées. Alors que la nouvelle de la prise d'Alger atteignit Paris le 9 juillet, le climat politique en France s'enflammait. Le régime de Charles X, déjà en difficulté, espérait que cette victoire militaire renforcerait son prestige. Mais le 25 juillet, alors que les troupes françaises tenaient Alger, le roi publiait les ordonnances de Saint-Cloud, muselant la presse et restreignant les libertés. Ces mesures provoquèrent les Trois Glorieuses, du 27 au 29 juillet 1830, la Révolution parisienne, qui renversa Charles X et porta Louis-Philippe Ier au pouvoir. Ironie du sort, la conquête d'Alger n'eut aucun effet stabilisateur sur la monarchie. Elle devint au contraire un fardeau pour le nouveau régime, qui se retrouva avec un territoire dont il ne savait que faire. Dans cette période de flottement, l'administration de l'Algérie fut laissée aux militaires. Le général de Bourmont, royaliste convaincu, fut rapidement écarté, parce qu'il ne soutenait pas les orléanistes, mais les Bourbons. Il a été rapidement remplacé par le général Clausel. Cette période fut marquée par une occupation partielle et anarchique, sans réelle stratégie de colonisation. L'armée française, livrée à elle-même, prit l'initiative de s'étendre. En janvier 1831, elle s'empara d'Oran, puis de Beaune, en avril 1832. Mais cette avancée ne se fit pas sans résistance. En novembre 1831, le massacre de la tribu des Oufia, accusée de vol à tort,
marqua le premier grand épisode de violence de masse commis par les Français. La répression militaire s'accompagna de pillages et d'exactions, alimentant la haine contre l'occupant. Les premiers signes de révolte ne tardèrent pas. En 1832, Ahmed Bey, le dernier bey ottoman de Constantine, refusa de reconnaître l'autorité française et organisa la résistance dans l'Est algérien. De son côté, la France poursuivait son avancée sur le littoral. En septembre 1833, le port de Bougie, Béjaïa, tomba. Pourtant, l'arrière-pays restait hors de contrôle et les tribus continuaient à échapper à la domination française. Pendant ces 4 années, le débat sur l'avenir de l'Algérie secoua la monarchie de Juillet. Fallait-il se retirer, transformer Alger en un simple comptoir militaire ou entreprendre une véritable colonisation? Les milieux commerciaux marseillais, voyant dans l'Algérie un nouvel Eldorado économique, poussèrent à un maintien de l'occupation. L'armée, en revanche, souhaitait poursuivre la conquête et étendre son influence. En juillet 1834, le gouvernement trancha. L'Algérie ne serait pas abandonnée. On décida de conserver les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, officialisant ainsi la colonisation. Toutefois, cette décision n'impliquait pas encore une occupation complète du territoire. Seuls quelques centres urbains et zones stratégiques étaient contrôlés. Ainsi, de 1830 à 1834, la France s'enfonçait dans une conquête dont elle n'avait pas mesuré les implications. Ce qui n'avait été qu'une expédition punitive se transformait en un projet colonial balbutiant, déchiré entre ambition économique, incertitude politique et résistance locale. Mais déjà, à l'ouest du pays, un homme se levait, prêt à fédérer les tribus contre l'envahisseur, Abdelkader, dont l'émergence allait plonger la France dans une guerre bien plus longue et bien plus coûteuse que prévu. L'épopée de la résistance algérienne entre 1835 et 1839 fut marquée par la montée en puissance d'Abdelkader, la réorganisation de l'armée française et l'immixtion des grandes puissances européennes dans le conflit. Ce fut une guerre d'adaptation et de stratégie, où chaque camp cherchait à imposer son ordre sur un territoire encore indompté. Plus qu'un simple affrontement entre une armée européenne et une résistance locale, cette guerre prit des dimensions diplomatiques et politiques majeures, dont les échos résonnèrent jusqu'au salon du pouvoir à Paris et au comptoir marchand de Londres. Lorsque la guerre reprit en 1835, Abdelkader comprit rapidement que la victoire ne se jouerait pas uniquement sur le champ de bataille. Sa victoire éclatante à la bataille de la Makta le 28 juin 1835 marqua un tournant. La colonne française dirigée par le général Trézel avançait avec l'assurance d'une force supérieure, croyant pouvoir soumettre les tribus de l'Oranie sans trop de résistance. Mais Abdelkader, maître dans l'art de la guerre de mouvement, attira l'armée française dans une vallée marécageuse où ses hommes, postés sur les hauteurs, purent cribler l'ennemi de tirs meurtriers. Les Français piégés furent contraints de battre en retraite sous un feu nourri. Ce revers fut un camouflet pour Paris, où la presse et l'opposition politique s'emparèrent de l'événement pour critiquer la gestion militaire du conflit. L'échec de Trézel aboutit au rappel du gouverneur général Drouet d'Erlon, remplacé par le général Clausel, un vétéran des guerres napoléoniennes, décidé à prendre sa revanche. Clausel ne tarda pas à réagir. En décembre 1835, il lança une expédition contre Mascara, la capitale d'Abdelkader. Son armée, mieux préparée et équipée, prit la ville, mais l'émir demeurait insaisissable. Il avait compris que le territoire algérien, vaste et difficilement contrôlable, lui permettait d'échapper à ses poursuivants en déplaçant constamment sa capitale. C'est ainsi qu'il perfectionna son système de Smala, une ville itinérante où résidaient ses soldats, son administration et leurs familles. Cette capacité de mobilité lui permit de survivre à la supériorité technologique française et de maintenir la cohésion de sa résistance. Pendant ce temps, les tensions politiques en France ne cessaient de croître. La monarchie de Juillet, dirigée par Louis-Philippe, faisait face à une opposition virulente notamment des républicains et des légitimistes. La guerre en Algérie, perçue comme coûteuse et mal gérée, alimentait les critiques. Les défaites successives et le manque de résultats concrets donnaient du grain à moudre aux adversaires du régime, qui voyaient dans cette aventure coloniale un gouffre financier et humain. Chaque revers militaire
douchait l'enthousiasme des partisans de la conquête, obligeant le gouvernement à chercher des solutions plus pragmatiques. C'est dans ce contexte que se fit sentir l'influence britannique, discrète mais efficace. Si l'Angleterre n'intervint pas directement dans le conflit, elle joua un rôle de fournisseur d'armes et de matériel aux tribus algériennes, notamment à travers les circuits commerciaux du Maroc. Depuis le XVIIIe siècle, les Britanniques avaient des intérêts en Algérie, particulièrement dans le commerce du blé et du corail. Ils avaient déjà vendu du matériel de navigation et des armes aux Ottomans et aux corsaires barbaresques. Avec la montée d'Abdelkader, ces échanges prirent une nouvelle forme. Il s'agissait désormais d'armer la résistance contre la France afin de maintenir un équilibre des puissances en Méditerranée et d'affaiblir l'expansion française. Nous sommes au début de la course à la colonisation. Dans ce jeu d'influence, Abdelkader bénéficia également du soutien du sultan du Maroc, qui voyait en lui un allié contre l'expansionnisme français. Le royaume chérifien servait de base arrière à la résistance algérienne, permettant aux hommes et aux marchandises de transiter librement. Ce soutien ne tarda pas à inquiéter la France, qui voyait dans le Maroc un obstacle potentiel à la pacification de l'Algérie. Face à l'impasse militaire et aux pressions politiques en métropole, les Français cherchèrent à négocier. C'est ainsi que fut signé le 30 mai 1837 le traité de la Tafna entre Abdelkader et le fameux général Bugeaud. Par cet accord, la France reconnaissait à l'émir le contrôle de 2/3 du territoire algérien, y compris le Titeri, tandis qu'elle conservait Alger, Oran et quelques autres enclaves stratégiques. Ce traité permit à Abdelkader de renforcer son pouvoir en se consacrant à la construction d'un véritable État moderne. Il mit en place une administration efficace, développa une armée structurée et créa même une monnaie. Il profita de cette paix relative pour mener campagne contre les confréries rivales, notamment la Tidjaniya, qui l'assiégea à Ain Madi pendant plus d'1 an. Mais ce traité ne fut qu'une paix en sursis. Dès octobre 1839, les Français violèrent ces termes en traversant les portes du fer, un col montagneux sous contrôle d'Abdelkader. Ce fut l'étincelle qui ralluma la guerre. Abdelkader, comprenant que la coexistence pacifique était impossible, proclama de nouveau le djihad général contre la France. La guerre, qui avait déjà été dure, allait désormais devenir totale et plus brutale que jamais. En octobre 1839, la guerre qui couvait depuis le traité de la Tafna éclata avec une brutalité inédite. L'armée française, sous le prétexte d'ouvrir une route plus directe entre Alger et Constantine, traversa les portes du fer, un passage montagneux stratégique sous contrôle d'Abdelkader. Pour l'émir, cette violation du traité signé avec Bugeaud en 1837 était une trahison ouverte. Il réagit immédiatement en proclamant le djihad. Face à cette situation, Paris ne pouvait plus se contenter d'une présence limitée sur le littoral. En décembre 1840, Adolphe Thiers nomma le général Thomas Bugeaud gouverneur général de l'Algérie. Ancien militaire de l'Empire, Bugeaud était un homme de guerre formé aux méthodes brutales des combats de guérilla en Espagne. À peine arrivé à Alger, en février 1841, il annonça clairement son objectif, la conquête totale et définitive de l'Algérie. Il disait « Il n'y a rien à saisir en Algérie qu'un intérêt, l'intérêt agricole. Eh bien, je n'ai pu découvrir d'autre moyen de soumettre le pays que de saisir cet intérêt et de traduire ainsi sa stratégie de cette façon-là. Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans leur brûler leurs récoltes, ou bien exterminez-les jusqu'au dernier. Bugeaud choisit la première option. Il n'a jamais été question pour lui d'exterminer les populations algériennes, mais bien de mener une guerre totale par la violence la plus brutale pour soumettre les populations, non pas de les exterminer, mais bien de les soumettre. Bugeaud n'était pas un partisan de la colonisation comme le montrent
les extraits de sa correspondance. Il a agi en militaire en obéissant aux ordres, pour la gloire de l'armée. Lui qui était un légitimiste de conviction, c'est-à-dire pour le retour des Bourbons, ne voyait pas cette entreprise d'un bon œil, comme bon nombre de ses acolytes royalistes. Le 26 mai 1838, le maréchal Bugeaud écrit « La Restauration se targue de nous avoir donné l'Algérie. Elle ne nous a donné qu'Alger, et elle nous a fait un funeste présent. Je crains qu'il ne soit pour la monarchie de Juillet ce que l'Espagne a été pour l'Empire. Avec une nation qui se paye de grands mots et qui a la velléité des grandes choses avec les petites passions et la parcimonie des épiciers, on ne saura prendre aucun grand parti sur l'Afrique. On ne saura ni s'en aller, ni agir de manière à créer quelque chose pour nos neveux. » Dans une autre correspondance datée du 14 janvier 1841, on lit « Ce que je dis n'est point pour faire la critique du maréchal, mais uniquement pour vous faire voir que, jugeant dès 1837 combien la guerre était dans ce pays difficile et peu productive, il fallait essayer la paix plutôt que de déployer en Algérie des forces énormes et créer ainsi un grand danger, une grande gêne pour nos relations en Europe, mais les sacrifices ont été vains. » Enfin, dans une lettre du 27 avril 1847, on peut y lire « Continuez, continuez, monsieur, de vous bercer de ces illusions, et vous laisserez longtemps à votre pays quelque chose qui ne sera pas illusoire, à savoir la nécessité d'augmenter périodiquement l'armée d'Afrique pour protéger contre la juste fureur des Arabes, les nouveaux barons et les populations misérables sous tous les rapports qu'ils auront attirés derrière eux pour mettre leur fief en valeur. Aujourd'hui, ces barons, sans avoir le casque en tête et la lance au poing, disent dans leurs écrits que les colons seront bien capables de se défendre eux-mêmes et que les Arabes ne sont que de la fantasmagorie, un épouvanté. Mais quand ils seront en présence des dangers, ils s'empresseront de demander qu'on place auprès d'eux des troupes pour les protéger. » Ici, donc, à travers ces lettres, on voit la position ambivalente du général Bugeaud, devenu gouverneur d'Algérie, qui critique ici la politique coloniale qui, selon lui, n'apporterait pas grand-chose à la France et coûterait énormément en captant la majeure partie des moyens de l'armée française. Dès 1841, Bugeaud mit en place une stratégie de la terre brûlée, une guerre impitoyable, où les villages furent incendiés, les récoltes détruites et les puits d'eau bouchés. La même tactique qu'en Espagne sous Napoléon. Son objectif n'était pas simplement de vaincre Abdelkader militairement, mais de briser la capacité de survie des tribus qui le soutenaient dans le but d'obtenir une reddition des tribus. Il créa des colonnes mobiles, unités légères et rapides, capables de frapper et de disparaître aussi vite. Ces colonnes, dirigées par des officiers tels que Lamoricière, Cavaignac et Saint-Arnaud, multiplièrent les raids dévastateurs. La population civile en fut la principale victime. Entre 1841 et 1843, la guerre s'intensifia, marquée par des massacres, les fameuses enfumades et la destruction de vastes régions. Le coup le plus décisif fut porté en mai 1843 avec la prise de la Smala d'Abdelkader, une gigantesque ville mobile où vivaient des milliers de ses partisans, femmes, enfants et soldats. L'attaque fut menée par le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe. Profitant d'une absence d'Abdelkader, les Français lancèrent une charge soudaine dispersant en quelques heures plus de 30 000 personnes. Ce fut un choc terrible pour l'émir, qui perdait en un jour ses réserves, son administration et son refuge. Le roi de France, voyant là une victoire décisive, commanda immédiatement un tableau à Horace Vernet pour immortaliser l'événement. Je vous invite à aller le voir. Mais Abdelkader ne capitula pas. En 1844, il trouva refuge au Maroc, espérant le soutien du sultan Moulay Abderrahmane. Paris, conscient du danger, prit les devants. En août 1844, Bugeaud mena une expédition contre l'armée marocaine et la détruisit à la bataille d'Isly. Le sultan, incapable de résister à une guerre ouverte contre la France,
signa le traité de Tanger, par lequel il renia son soutien à Abdelkader et ferma ses frontières aux combattants algériens. Privé de tout refuge, Abdelkader se retrouva encerclé. Mais la guerre ne s'arrêta pas pour autant. La frustration des officiers français et la résistance toujours vive des populations locales conduisirent à une radicalisation des méthodes. Entre 1844 et 1845, l'armée française eut recours aux enfumades, une tactique consistant à asphyxier des populations entières cachées dans des grottes. L'une des plus célèbres d'entre elles eut lieu au mois de juin 1845, où le lieutenant-colonel Pélissier fit enfumer les grottes du Dara, causant la mort de 700 à 1200 personnes, principalement des femmes et des enfants. Ce massacre scandalisa les parlementaires français, notamment Lamartine, et déclencha une enquête officielle sur les exactions commises en Algérie. Dès lors, la guerre était à son paroxysme. Bugeaud, devenu l'homme fort de l'Algérie, dirigeait une armée qui comptait 107 000 hommes, soit presque autant que l'armée de métropole. Mais malgré l'écrasante supériorité militaire française, Abdelkader continua à résister avec 15 000 fantassins et cavaliers, appuyés par des tribus restées fidèles. Il continua à harceler l'occupant, à attaquer les convois et à tendre des embuscades. En novembre 1847, Abdelkader tenta de trouver refuge au Maroc, dernier espoir d'un soutien extérieur. Mais le sultan Moulay Abderrahmane, déjà humilié par la défaite marocaine à la bataille d'Isly en 1844, refusa de l'accueillir. Abdelkader se retrouva esseulé, sans alliés ni terre à défendre. Le 23 décembre 1847, il se rendit officiellement au duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, à Sidi Brahim. Cette reddition, bien que signant la fin de la guerre, fut empreinte de dignité et de respect mutuel. L'émir négocia la protection de sa famille et de ses fidèles, obtenant la promesse d'un exil honorable. Pourtant, cette promesse fut bafouée par le gouvernement français, qui décida de l'assigner à résidence en France au lieu de le laisser partir vers un pays musulman. Il fut d'abord conduit à Pau, puis enfermé dans le château d'Amboise, où il vécut plusieurs années sous haute surveillance. Ainsi s'achevait l'ère de la résistance d'Abdelkader, dernier grand chef à défier la colonisation française dans le nord de l'Algérie. Mais si la guerre était terminée, la pacification restait un mirage. La France contrôlait désormais toute l'Algérie du nord, mais elle n'avait pas encore conquis les cœurs et les esprits. L'insoumission continuait de gronder dans les montagnes de Kabylie et au-delà des hauts plateaux. L'Algérie n'était pas encore totalement soumise, et la colonisation allait bientôt ouvrir un nouveau chapitre, marqué par la dépossession et la révolte permanente. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à poster un commentaire, à liker la publication, et à très bientôt pour un prochain épisode.